Bonjour à tous. Merci de rejoindre ce webinaire ce matin, vendredi, pour parler d'un sujet peu technique sur Solvabilité 2. Sujet que le marché s'est assez peu emparé en finale quand on regarde un petit peu la littérature. Donc, ce webinaire va donc porter sur la marge de risque dans le cadre de Solvabilité 2. Donc, quand on lit les textes aujourd'hui, sur ce sujet spécifique, on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et le marché s'est focalisé sur une, deux, trois méthodes différentes. Aujourd'hui, on a assez peu de visibilité sur ce qui est vraiment pratiqué par les entreprises au regard de ce sujet. Donc, c'est un sujet qui nous avait également interpellé dans le cadre de nos propres missions relatives à Solvabilité 2. On s'était dit, bah, va falloir qu'on y travaille un petit peu. Et j'ai saisi l'opportunité donc d'avoir une stagiaire ISFA dans mon entreprise pour lui confier ce sujet qui est donc devenu son sujet de mémoire. Et on va essayer de vous restituer ces travaux, cette réflexion. Donc j'insiste bien sur le fait que nous sommes ici sur une opinion, notre interprétation, notre vision des textes concernant la marge. Et un des objectifs de ce webinaire, ce sera peut-être de participer ou d'avoir une idée de vos positions, d'échanger sur le sujet du calcul de la marge. Au cours de cette session, bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le petit questions et réponses. On va les concentrer pour y répondre en fin de session. Donc, bien évidemment, toutes vos remarques, toutes vos questions seront les bienvenues. Je rappelle également que le sujet va essentiellement porter, pour pas dire exclusivement porter, sur des entités non-vie. Les propos ou les opinions qu'on va essayer d'exprimer ici sont certainement beaucoup plus valables pour une entité non-vie qu'elles ne sont pour une entité vie. Donc, rapidement, donc pour vous rappeler l'avertissement que je viens de faire, c'est-à-dire qu'ici, on est vraiment sur une opinion, et j'insiste bien là-dessus, hein. J'espère pouvoir échanger le plus richement possible avec vous sur le sujet. Et ce qu'on va exprimer ici n'engage que Manon, qui est donc la personne qui a fait les travaux et son mémoire sur la marge de solvabilité, et moi-même, pour les exposés qui vont suivre. Manon, je te laisse peut-être te présenter. Oui, vous m'entendez bien? Très bien pour Tu moi. m'entends? Oui, c'est bon? Super. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Jérôme, je suis Manon, diplômée de l'ISPA. Ça va faire 2 ans maintenant que je suis consultante en actuariat chez Grant Thornton et j'ai donc eu l'occasion de réfléchir sur la thématique de la marge de risque au cours donc de la réalisation de mon mémoire pour l'Institut des actuaires. Donc de mon côté, je dirige l'actuariat au sein de Grant Thornton. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant que je travaille dans le monde de l'assurance, essentiellement sur le volet provision technique et solvabilité 2. Je suis l'auteur de 2 ouvrages, hein, sur l'actuariat, donc un premier sur calcul actuariel sous Access et un second plus récent sur l'ORSA. L'ORSA qui va jouer ici un rôle central puisque l'idée centrale qu'on va essayer de mettre en place ici, c'est de montrer qu'un calcul de marge, méthode exacte, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un exercice, certes un peu spécifique, mais ça ne reste qu'un exercice ORSA, ce qui va savoir simplement un certain paramétrage à mettre en place pour projeter des SCR futurs. Je vais laisser la parole à Cyril Brognard, directeur général de Grant Thornton, pour rapidement présenter le cabinet ainsi que notre cellule PEPS dédiée à la protection sociale au sens large. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis directeur général de Grant Thornton en charge de toutes nos activités sectorielles. Et puis le secteur de l'assurance est un secteur que je connais bien, puisque de profession je suis commissaire aux comptes et je suis vice-président de la commission assurance à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc on voulait vous donner quelques petites informations sur Grant Thornton. On a souvent la question, donc on le rappelle, Grant Thornton est un cabinet franco-français, hein, je dirais, puisqu'il est détenu intégralement par ses associés français. Nous adhérons au réseau Grant Thornton International, mais nous sommes détenus par l'ensemble des associés Grant Thornton. Alors ces associés, ils sont 136, nous réalisons 235 millions de chiffre d'affaires.
on voit une progression assez significative de nos activités, puisqu'on a une progression de 12% de notre chiffre d'affaires sur l'exercice précédent, et notamment dans nos activités sectorielles. Alors, on a plus de 2000 collaborateurs, on a 24 bureaux. Alors, pour ceux qui nous suivent, on en avait 23 l'année dernière. On en a un petit nouveau qui est basé à Béziers, qui est un peu notre centre d'excellence sur toutes les thématiques de RSE, de finances durables. Nous avons fait une croissance externe et aujourd'hui, on a plus de 70 à 80 personnes qui travaillent sur ces thématiques majeures pour l'avenir. Donc voilà, très rapidement sur la présentation de Grant Thornton. Oui, on rappelle qu'on a 110 entités d'intérêt public dont on certifie les comptes. Alors plus spécifiquement, sur notre département dédié aux organismes d'assurance et de protection sociale, nous avons fait le choix de regrouper l'ensemble des équipes qui interviennent sur ces secteurs. Vos enjeux sont les mêmes, quelle que soit la casquette avec laquelle on intervient. Donc ça permet d'échanger entre l'ensemble des équipes sur les bonnes pratiques, sur les enjeux. Donc, nous avons 17 associés qui interviennent sur les secteurs de l'assurance, de la banque, de l'asset management, de la protection sociale et du secteur public, 210 collaborateurs. Et vous voyez un panel de lignes de service assez large, que ce soit l'audit, le conseil IT, les sujets de data, de transaction services, de compliance et bien sûr d'actuariat. On aurait pu rajouter effectivement les sujets de finances durables que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'actuariat, c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc je vais vous laisser Jérôme et Manon animer ce séminaire et je vous souhaite à tous un très bon séminaire et une très bonne journée. Merci beaucoup Cyril. Donc ce qu'on a prévu de vous présenter aujourd'hui, bon, c'est un rapide rappel des concepts fondamentaux de la marge de risque et des principales méthodes qui sont proposées par les IOPA. On se basera notamment là-dessus sur les benchmarks qu'on a pu effectuer pour rappeler un petit peu les pratiques de place. Donc la partie 1 et 2 sont présentées par Manon. Et puis ensuite, on va essayer d'aller dans de l'opérationnel où, dans un premier temps, on va essayer de discuter des grands principes de projection de ces fameux SCR futurs. Et puis, un exemple numérique qu'on a effectué dans notre outil de calcul, un petit peu à appréhender la complexité des calculs à effectuer. Et surtout, bien sûr, les conséquences en termes de chiffres, quels sont les impacts, quels sont les gains potentiels qu'on peut opérer à travers un calcul précis, exact, de la marge de risque. Donc maintenant, je te cède la parole pour la partie 1 et 2. Donc moi, je vous propose de commencer ce webinaire par une présentation globale de la marge de risque. Donc le concept de marge de risque émane de la directive Solvabilité 2. Cette directive va imposer aux organismes d'assurance d'adopter une vision économique du bilan. Donc là, on appréhende assez facilement la valeur économique d'un actif financier, par exemple. C'est beaucoup moins évident d'appréhender ce que va représenter la valeur économique d'un engagement. La directive propose donc de considérer qu'il s'agit en fait de la valeur du transfert des engagements vers une entité de référence fictive. Donc cette valeur de transfert est divisée en deux parties. Donc d'une part, le best estimate, qui n'est autre que la somme actualisée des flux futurs, et d'autre part, la marge de risque. Donc c'est bien la quantification de cette dernière qui constitue le cœur de la problématique de cette présentation. La marge de risque est présentée plus en détail donc dans l'article 77 de la directive Solvabilité 2. Et il s'agit en fait d'une situation dans laquelle les engagements sont transférés depuis une entreprise d'origine vers une entreprise de référence. Cette entreprise de référence est fictivement créée pour l'occasion. En fait, elle n'existait pas auparavant. Donc, elle va devoir lever un niveau de fonds propres nécessaire pour couvrir ces engagements qu'elle a nouvellement reçus. Pour ce faire, elle va emprunter le montant nécessaire auprès d'une banque. Cet emprunt a forcément un coût, que l'on appellera par la suite le coût du capital. Et en fait, c'est la raison pour laquelle la marge de risque existe. On peut le voir comme une répercussion du coût de l'emprunt supporté par l'entreprise de référence, de manière à ce que ce soit finalement l'entreprise d'origine qui supporte cette charge d'intérêt de l'emprunt. Donc, cette directive Solvabilité 2, elle est complétée par le règlement 2015-35 et plus particulièrement par l'article 38 qui va préciser le cadre sous-jacent à la marge de risque à travers une dizaine d'hypothèses dont on a résumé les idées générales sur cette slide. Donc, le premier point à avoir en tête, c'est que l'entreprise de référence va reprendre l'exhaustivité, donc à la fois des engagements et des couvertures de réassurance du portefeuille qui lui a été transmis.
On peut déjà noter que la notion d'engagement n'est pas définie clairement dans la réglementation. Donc, dans nos travaux, on a considéré que les engagements, donc pour une entité non-vie, correspondaient uniquement aux prestations qui découlent des contrats transmis. Le deuxième point à bien avoir en tête, c'est que l'entreprise est en situation de run-off. Donc, aucun nouveau contrat ne peut être souscrit. Et on considère également dans nos travaux que les polices transmises ne peuvent pas être renouvelées. Là encore, la définition de run-off n'est pas précise dans la réglementation. Elle n'apparaît pas finalement. Un point à avoir en tête également, c'est que l'entreprise d'origine, lorsqu'elle exerce à la fois des activités vie et des activités non-vie, eh bien, ce sont deux entités de référence distinctes qui vont reprendre les engagements. Et ces engagements vont être repris selon la nature des prestations et non pas la nature des activités. Donc, pour un exemple simple, si on considère un assureur qui commercialise à la fois des garanties auto et aussi des rentes conjoints, eh bien, une prestation vie qui va découler d'un accident de voiture, comme une rente par exemple, sera reprise par la même entreprise de référence que les rentes de conjoints. Ensuite, donc, le point fondamental de notre réflexion s'articule autour des SCR. Donc, en fait, le SCR de l'entreprise de référence va être différent du SCR réglementaire de l'entreprise d'origine. Donc, pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être que le SCR de l'entreprise de référence va être déterminé en ignorant l'ajustement au titre des impôts différés. En revanche, l'entreprise de référence a la même capacité d'absorption des pertes par les provisions techniques que l'entreprise d'origine. Et ça se justifie assez bien par le fait que l'entreprise de référence se doit d'adopter des décisions de gestion qui sont cohérentes avec celles que l'entreprise d'origine aurait prises initialement. Un impact important également, ça va être sur les différents SCR, enfin les sous-modules finalement, que l'on va prendre en compte. Donc, la détermination des modules de souscription, de défaut et du SCR opérationnel va être identique, modulo effectivement le cadre que l'on a précisé avant. En revanche, le SCR de marché va être considéré hors risque de taux, quelle que soit la situation. Une condition additionnelle au SCR de marché est qu'il doit être pris en compte uniquement lorsqu'il est jugé important. La qualification de l'importance d'un risque est précisée dans l'article 38 et il est en fait spécifié qu'un risque est important si son incidence est susceptible d'influencer les prises de décision. Et donc, si ce risque de marché est jugé important pour l'entité d'origine et de référence, eh bien, l'entité de référence va devoir faire en sorte de le minimiser. Donc là aussi, c'est un point sur lequel on a réfléchi au cours de nos travaux et que l'on évoquera par la suite. Donc, en résumé, là où le SCR réglementaire contient tous les modules que l'on peut voir sur la pieuvre, la figure de gauche, on voit que la marge de risque peut être quantifiée à partir d'une pieuvre très simplifiée, donc avec la figure du milieu, lorsque l'on juge que le risque de marché n'est pas important, ou à défaut, donc si on juge que le risque de marché est important, grâce à la pieuvre que vous pouvez voir sur la droite. Donc, une fois qu'on a en tête le cadre qui est imposé pour la quantification de la marge de risque, on peut aborder donc la formule de calcul en tant que telle. Cette dernière est présentée dans l'article 37 du règlement 2015-35. Et en fait, la marge de risque va correspondre à la somme des SCR projetés dans le temps jusqu'à la liquidation du portefeuille que l'on va actualiser et auquel on applique le coût du capital qu'on avait énoncé précédemment. Donc, on appréhende dès lors la complexité du calcul, puisqu'en fait, il va falloir calculer autant de SCR que d'horizons de projection jusqu'au run-off de l'entité. Schématiquement, on peut le voir donc, comme le schéma présenté sur la slide suivante. En fait, le SCR de l'année initiale ne va pas être calculé à partir de flux projetés, mais il ne va quand même pas être tout à fait équivalent au SCR réglementaire de l'entreprise d'origine pour tous les impacts qu'on a détaillés qui découlent en fait du cadre sous-jacent imposé par la marge de risque. Donc à ce stade de la réflexion, on peut se demander quelle est l'importance de la marge de risque chez les assureurs de la place. Donc comme l'évoquait Jérôme, au sein du cabinet, on réalise une étude annuelle sur la solvabilité du marché à partir des SFCR des entités de la place. Donc, sur l'exercice 2021, on a collecté 95% des organismes en termes de chiffre d'affaires. Et cette étude nous permet de conclure notamment donc, sur le fait que la marge de risque représente en moyenne 1,4% du passif des assureurs. Tout en sachant donc qu'elle est beaucoup plus importante chez les assureurs non-vie que cette proportion que chez les assureurs vie. L'autre spécificité que l'on peut attribuer aux assureurs non-vie, donc c'est ce qu'on peut voir sur la slide suivante, c'est en fait l'hétérogénéité des marges de risque quantifiées chez les assureurs non-vie par rapport aux assureurs vie. Donc, avant d'aborder les méthodes de calcul disponibles pour quantifier la marge de risque, on voulait évoquer les éventuels impacts de la révision solvabilité sur cette marge.
Donc la révision, on le rappelle brièvement, a notamment pour but d'inciter les assureurs à contribuer au financement durable de l'économie, mais également elle a pour but d'atténuer la volatilité de la solvabilité des acteurs de la place. Et donc la discussion autour de la révision de la marge de risque, elle est née d'un constat simple. La formule utilisée pour quantifier la marge de risque évalue des quantités trop élevées pour les activités d'assurance long terme. Donc à cette occasion, l'EIOPA a proposé d'intégrer 2 paramètres supplémentaires à la formule actuelle, donc à savoir un paramètre lambda qui dépend du temps, qui permettrait de réduire mécaniquement la valeur et la volatilité de la marge de risque pour les activités long terme. Donc la valeur de ce paramètre lambda était proposée à 0,975 et c'est également une valeur qui a été proposée par l'EIOPA. L'EIOPA a également proposé d'intégrer un paramètre plancher qui permettrait de définir un niveau en deçà duquel la marge de risque ne pourrait pas descendre par rapport à son niveau actuel. Au final, seule la première proposition, donc le facteur lambda, a été conservé finalement dans la proposition de révision qui a été réalisée par la Commission européenne, puisque l'efficacité du paramètre plancher a été jugée trop restreinte pour limiter donc, la volatilité de la solvabilité. Cette dernière révision solvabilité 2 propose également de réduire le taux du capital considéré dans la formule pour l'abaisser à 5% au lieu des 6% fixés auparavant. Donc cette discussion, elle était cohérente avec la réduction du coût du capital qui a été constatée pour les entreprises d'assurance et de réassurance sur ces dernières années. Ce constat est encore valable il y a quelques mois finalement, mais aujourd'hui on imagine que de nouvelles discussions vont alimenter cette décision donc, au regard tout simplement de la hausse des taux. Donc cela étant dit, je vous propose maintenant de passer à l'énumération des différentes méthodes de calcul qu'il est possible d'utiliser pour la quantification de la marge de risque. Donc ces méthodes sont proposées par l'EIOPA dans l'orientation sur la valorisation des provisions techniques et sont au nombre de 4. Donc finalement, la première méthode, ça revient à une quantification exacte de la marge de risque. C'est la plus complexe et c'est celle sur laquelle nous allons échanger aujourd'hui. La deuxième méthode va proposer de projeter les SCR dans le temps en considérant qu'ils évoluent de manière proportionnelle à l'évolution du best estimate, donc jusqu'à l'épuisement du portefeuille qui correspond en fait au moment où les best estimates sont nuls. La troisième méthode va utiliser la duration des engagements. Et donc dans la réglementation, il est spécifié qu'il s'agit en fait de la duration modifiée et non pas de la duration classique. La duration modifiée apparaît dans la littérature comme la duration classique actualisée finalement. On voit rapidement donc, dans la formule que vous pouvez voir sur cette slide que utiliser la duration modifiée va en fait faire qu'on va avoir un dénominateur qui n'a pas vraiment de sens actuariel. On va avoir une sorte d'actualisation, une double actualisation. Donc il semble en fait que l'utilisation de la duration classique soit plus pertinente que la duration modifiée. Et donc enfin, la dernière méthode, qui est de loin la plus simple proposée par l'EIOPA, va présenter la marge de risque comme en fait un pourcentage du best estimate. Donc cette dernière méthode, elle est adaptée uniquement aux entreprises qui n'ont qu'une seule ligne d'activité. On imagine donc qu'elle est assez peu utilisée. Et c'est notamment pour ce point et d'autres points que l'on va évoquer par la suite qu'on vous propose de participer à un petit sondage, donc dans l'idée de voir un petit peu quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser au sein de votre structure et de comparer finalement les résultats avec ce qu'on a pu obtenir dans notre étude SFCR. Donc, je vous laisse répondre. Je vous laisse quelques instants pour répondre au sondage que vous pouvez voir apparaître dans les commentaires, enfin dans le fil de discussion. Donc on voit que pour le moment, la méthode exacte n'est à peu près à égalité avec la méthode proportionnelle. Donc on reviendra après sur ces résultats, mais toujours à travers notre étude SFCR, nous on a voulu voir un petit peu qui utilisait quelle méthode. Et ce qu'on constate, c'est que la méthode exacte est prétendument utilisée par un tiers des organismes de la place. Donc à titre de comparaison, il y a une étude similaire qui avait été réalisée par la CPR en 2014. On voit donc que la méthode proportionnelle s'est clairement imposée sur le marché, alors qu'auparavant on avait plus de la méthode par duration, et que la méthode exacte est beaucoup plus utilisée, en particulier donc, pour les assureurs non-vie. Et là, c'est ce qu'on voit aussi dans les résultats du sondage. On voit qu'on a à peu près autant d'acteurs qui utilisent la méthode exacte que la méthode proportionnelle, donc ce qui temporise déjà le fait que nous, on avait un tiers de méthode exacte. Et en fait, nous, on est assez étonnés de ce constat-là, puisqu'au sein du cabinet, on n'a pas forcément cette vision de beaucoup d'acteurs utilisent la méthode exacte.
Et on a voulu confirmer ce doute à l'aide donc, du graphique que vous pouvez voir sur la slide suivante, confirmer cette intuition en fait. Ça permet de visualiser, donc ce graphique permet de visualiser les provisions techniques comparativement à la marge de risque. Et on s'attend en fait à ce qu'une entité qui a réellement recours à la méthode exacte soit décadrée de la tendance observée, donc en deçà de cette tendance. On voit bien que c'est assez rarement le cas. Il y a éventuellement donc, le point qu'on a mis en surbrillance, mais globalement, on a une tendance assez nette qui se dessine. Donc, pour nous, ce qu'on peut en déduire, c'est que la méthode exacte est assez peu utilisée. Alors là, dans le sondage, on voit que quand même 40% des participants utilisent la méthode exacte. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que cette méthode est finalement complexe à mettre en œuvre. Néanmoins, il faut bien avoir en tête que le recours aux méthodes simplifiées qui sont proposées par l'EIOPA, en théorie, il doit être justifié par le fait que l'écart généré par l'utilisation de la simplification est négligeable par rapport à la marge de risque dans sa totalité. Donc normalement, on doit tous être en mesure de quantifier une marge de risque exacte. C'est donc pertinent de s'interroger à la fois sur la cohérence des méthodes et de s'interroger également sur la manière dont on peut mettre en œuvre cette quantification exacte. Et donc, pour aborder ce point, je vais laisser la parole à Jérôme et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Manon. Donc, effectivement, partant de ce constat, on s'est dit, mais quelle serait la méthode, une méthode? Je répète encore qu'on est sous conditionnel, hein, c'est vraiment une simple opinion qu'on essaie d'exprimer ici. Quelle serait l'approche à retenir pour projeter ces fameux SCR? Le sujet qu'évoquait Manon, effectivement, le point un petit peu décalé que vous voyez ici en rouge, c'est la conclusion de l'étude. La conclusion de l'étude montre qu'en principe, si on applique la méthode exacte, la marge de risque est plus faible. C'est évidemment tout l'intérêt de défendre la position méthode exacte. Or, le graphique montre qu'il y a très peu de points qui sont décalés par rapport à la tendance générale, que ce soit la méthode exacte, la méthode proportionnelle ou la méthode par duration. D'où l'interrogation qu'on a sur les pratiques de la place pour les personnes qui utilisent la méthode exacte. Et je le rappelle, c'est vraiment un souhait très fort de notre part de pouvoir échanger avec vous sur vos pratiques, qu'on va essayer maintenant de dérouler ici, en tout cas pour l'approche que nous proposons dans le cadre du calcul de la méthode exacte. La première question à se poser, c'est qu'on va devoir actualiser des SCR futurs. Et un SCR, c'est une actualisation de plein de choses. Et donc, la première question qu'on s'est posée, quand on va être effectivement dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, donc dans une situation projetée, quelle courbe de taux faudra-t-il utiliser dans ce futur pour mettre en place le calcul du SCR? D'un point de vue théorique, il n'y a pas beaucoup de réponses. Moi, il y en a une, c'est ce qu'on appelle les courbes forward. C'est-à-dire qu'un flux que je vais placer aujourd'hui pendant 10 ans doit valoir la même valeur que ce même flux placé aujourd'hui pendant 5 ans, qui lui-même va être replacé dans 5 ans pour 5 ans. C'est ce qu'on appelle un taux forward. Et donc, la première étape de calcul à mettre en place pour la projection des SCR, c'est construire ces courbes forward. Pas forcément très compliqué, puisque je vous ai mis ici un petit exemple Excel pour bien prouver la logique qu'on allait poursuivre pour l'actualisation et la projection des courbes. C'est simplement, effectivement, pour un horizon donné, recalculer une courbe qui soit cohérente, de manière à ce qu'un placement direct jusqu'à une maturité donnée ou un placement qui intervient avec une phase transitoire, la date forward, qui est ensuite replacée pour un horizon donné, doit donner strictement la même valeur. Donc, c'est un principe classique en actuariat. Donc, cette première étape, projection de courbe, n'est pas très compliquée. Je pense que c'est assez largement utilisé sur la place. Les vraies questions vont en fait démarrer maintenant lorsqu'on regarde l'ensemble de la matrice. On va se replacer dans le cadre de la transmission de nos engagements auprès d'une nouvelle entité d'assurance qu'on appelle l'entreprise qui reprend ces risques, l'entreprise de référence. Et on va se dire, au regard de toutes les cases qu'on a ici et de tous les calculs qui fluctuent, quels sont les éventuels ajustements à apporter à chacune des briques pour projeter ces SCR de l'entreprise de référence, puisque c'est bien ça qu'on cherche à faire.
Donc, je l'ai déjà dit, mais j'insiste bien encore une fois là-dessus, on se place dans le cadre d'une entité non-vie. Les propositions, les opinions qu'on va essayer d'avoir ici sont certainement beaucoup plus pertinentes pour une entité non-vie qu'une entité vie. Donc allons-y, démarrons par les différentes grandes briques que compose la matrice des SR. La première, elle est souvent importante, c'est le SR de marché. Même si en non-vie, c'est moins prégnant, le SR de marché constitue néanmoins une étape importante et un engagement SR souvent important dans les matrices de SR. Rappelle les textes qu'a déjà évoqué Manon. Quel lapsus. Le capital de solvabilité requis doit couvrir tous les risques. Il les énumère. Et pour le risque de marché, on a une spécificité particulière, c'est que le risque de marché n'est couvert que si celui-ci est important. On a également rappelé ce que c'était la notion d'important. C'est pas forcément très concret comme définition. C'est une décision qui serait erronée si on avait mal interprété les chiffres. Autre élément de réflexion, l'entreprise de référence, certes, constitue des actifs en face de ses engagements et de ses fonds propres, hein, ce qui est classique, mais de manière à minimiser le SCR. Une fois qu'on a dit ça, on est bien parti. Je vous avoue qu'à titre personnel, c'est toujours quelque chose qui me reste très perplexe. On en reparlera un petit peu à la conclusion, puisqu'on a essayé de travailler sur ce sujet de minimisation du SCR, mais c'est un sujet à part entière pour répondre à cette problématique. Donc, on est dans une entité non-vie. Les entités non-vie ont des passifs plutôt courts, donc beaucoup moins d'actifs, en tout cas, que les entités non-vie. Donc, on peut raisonnablement supposer que c'est un risque qu'on peut poser à zéro. Alors, j'ai mis un point d'interrogation derrière, puisque tout le monde ne le fait peut-être pas. La projection du SR de marché, si on essaie de la mettre en place, c'est quand même quelque chose de très complexe, parce que c'est quoi mon action dans 3 ans? C'est quoi le cours de mon action dans 3 ans? C'est quoi le cours de mon obligation dans 3 ans? Quel sera le cours d'échange dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans? Mon actif va servir à payer mes prestations, mais qu'est-ce que je vois en premier? Mes actions, mes obligations, etc. Donc il y a énormément de questions qui se posent lorsqu'on souhaite projeter un SR de marché. Donc nous allons partir sur un SR de marché 0, qui est cohérent, qui en tout cas est compatible avec ce que préconise la norme, c'est-à-dire le risque de marché n'est pas important. Deuxième risque, qui celui-ci est fondamental, c'est l'SR de souscription. Mon propos, il est très simple, c'est que l'entreprise transfère ses engagements. Les engagements, en tout cas, moi, actuaire, qui fait des provisions techniques en fait, toute la journée, pour moi, les engagements, c'est ce que je vais trouver dans le passif du bilan, dans la case qui s'appelle provision. Et c'est ça qui est transféré de l'entité source vers l'entité de référence. Et quand je transfère des provisions, je ne transfère pas les primes. Donc, mon principal propos va effectivement être de dire, pour cette branche-là, pour ce risque-là, pour ce SCR qui est ici, on va transférer des provisions, mais l'activité n'existe pas dans l'entreprise de référence. Elle est là pour gérer ses risques et gérer l'écoulement de ses provisions. Ça a un impact immédiat et très fort sur le volume, puisque le volume qui est à la base du calcul du SR de souscription non-vie, alors quand je dis non-vie, c'est également souscription santé, c'est exactement la même formule qui est appliquée dans les deux SCR. Le volume, c'est la somme des volumes de primes plus la somme des volumes de réserve. Le volume de réserve, on n'y touche pas, puisqu'effectivement, ça qui est transféré. Le volume de réserve est par définition dans la norme le best estimate, et donc c'est bien ça qui est transféré vers l'entreprise de référence. Par contre, le volume de primes, les primes, elles restent chez l'assureur. L'assureur, il a souscrit des engagements. Il va rémunérer, ou plutôt verser l'équivalent des provisions techniques à l'entreprise de référence, mais il n'y a pas d'activité dans l'entreprise de référence, il n'y a pas de prime. Donc quand on regarde
ici le volume de primes qui est considéré comme les primes de l'exercice passé et les primes de l'exercice à venir, il n'y en a pas, c'est zéro. Le seul point où effectivement on peut avoir une discussion, c'est sur les provisions pour primes non acquises, les provisions de primes. Pour effectivement, là, on peut se dire, bah, elles sont transférées. Elles sont transférées vers l'entreprise de référence puisque les sinistres qui vont découler de ces primes futures sont pris en charge par l'entité de référence. Les FP futures, qui sont les primes qui vont être émises au titre des nouveaux contrats au-delà du 31-12N, là encore, sont mécaniquement à zéro, puisque les textes sont très clairs. Il n'y a pas d'émission de nouveaux contrats dans l'entreprise de référence. Donc ça va avoir un impact très fort sur le calcul du SCR de souscription. Comment on va le calculer, donc ce SCR de souscription, puisqu'il reste la partie technique, la partie provision. En fait, c'est pas très compliqué puisque dans S2, toutes les provisions sont constituées par la valeur actuelle des flux futurs. Donc c'est le petit graphique qu'on a en bas à gauche. On a ici une séquence de flux futurs qui constitue par actualisation notre provision technique. Ça sera quoi la situation dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Elle sera exactement la même, c'est-à-dire qu'on va être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, les flux de l'année 1, de l'année 2, de l'année 3 seront tombés et ma provision va continuer à rester tout simplement la valeur actuelle de mes flux futurs et qui n'ont pas bougé. Il n'y a aucune raison pour qu'ils bougent, ça a été la valorisation qui est faite en instant T. Et donc, je vais actualiser ces flux avec la courbe de taux forward. Donc ça, on l'a déjà lorsqu'on calcule le SCR réglementaire pour la CPR. Cette logique, elle est vraie en non-vie, elle est vraie également pour les rentes qui découlent d'une activité non-vie. Là encore, une rente, ce n'est rien d'autre qu'une séquence de flux futurs jusqu'à ce que la personne soit décédée. C'est exactement la même logique qui s'applique. Les flux vont tomber au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et la provision ne sert à rien d'autre que la valeur actuelle de ces flux futurs avec la courbe forward. Et le calcul de cette provision avec la courbe forward ramenée à aujourd'hui revient à actualiser ces flux avec la courbe d'origine par construction même de la courbe forward. Quel est l'impact sur le SCR de défaut? Je rappelle que le SCR de défaut est constitué de 2 briques, SCR type 1, SCR type 2. SCR type 1, c'est essentiellement tout ce qui est lié à la réassurance, c'est tout ce qui est dépôt en banque. Donc, le SCR de défaut type 1 va évidemment continuer à exister puisque, là encore, les textes précisent bien que l'ensemble des traités de réassurance sont repris en l'état par la société de référence. Donc, on a toujours nos flux bruts au passif du bilan et on a toujours la part des réassureurs dans les provisions techniques à l'actif du bilan. Point de vue technique, là, je veux dire, c'est pareil. Les flux de réassurance, ça va être quoi leur best estimate? C'est exactement la même logique. Quand vous avez projeté vos flux de prestations, vous savez déterminer quelle sera la part de ces flux futurs prise en charge par le réassureur. Donc, le best estimate pour la partie réassurée sera là encore une simple actualisation des flux futurs pris en charge par le réassureur. Donc, là encore, il n'y a pas de difficulté particulière pour le SCR de défaut. On saura dire à un instant T quelle est l'exposition de réassurance. Le SCR de défaut de type 2, pour faire simple, ce sont toutes les autres créances, même s'il y a derrière dans une formule qui distingue les créances en dessous d'une certaine échéance et au-dessus d'une certaine échéance pour les moins de 3 mois, les plus de 3 mois, pour avoir un facteur différent. Mais là encore, on est dans une société de référence qui part de rien, il n'y a pas de créance. Donc SCR de défaut passe à 0. Donc SCR de défaut sera égal au SCR de défaut type 1 uniquement lorsqu'on va projeter les SCR. Les ajustements. Les ajustements dans la norme sont composés de blocs. Les ajustements sur les provisions techniques, les ajustements sur les impôts différés. Ajustements sur provisions techniques. Je rappelle qu'on est ici dans l'exercice circonscrit à une entité non-vie
Et donc, mécaniquement, il n'y a pas d'ajustement sur provision technique, puisque l'ajustement sur provision technique concerne essentiellement les entités vie qui ont des participations aux bénéfices, et ces participations aux bénéfices jouent dans le calcul de l'ajustement sur les provisions techniques. Entité non vie, on n'a pas donc ajustement passe à zéro. L'autre bloc, ajustement sur impôt différé, c'est très simple. Le texte vous dit il n'y a pas de capacité d'absorption des pertes pour impôt différé. On les passe à zéro. Ce point-là, je l'ai très, très vite compris quand j'avais mis en place mon premier calcul sans forcer les impôts différés à zéro. Je lance mon calcul, hop, je regarde mes SCR futurs. Mon premier SCR 0, il était très bien. Et après, je tombe à moins 100 millions, moins 200 millions, etc. etc. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Effectivement, il y avait des impacts d'ajustement sur les impôts différés qui étaient énormes, qui faisaient aboutir à des résultats absolument incohérents. Et là, j'ai compris donc l'article 38.1K du règlement qui impose, qui fixe, qui force les ajustements sur impôts différés à zéro. Dernier bloc, le risque SR opérationnel. Je rappelle la formule, on a un calcul sur les primes, un calcul sur les provisions. Même logique, même conclusion, on n'a pas de prime. On n'a pas de prime dans l'activité que reprend l'entreprise de référence. Donc la partie OP prime devient mécaniquement zéro. Il reste la partie uniquement sur les provisions techniques. Et donc là, on conserve de manière classique le calcul sur les provisions techniques. Je rappelle, sont connues, même lorsqu'on a fait les projections de nos SR. Voilà un petit peu les éléments de réflexion que je voulais partager avec vous et sur lesquels j'aimerais bien effectivement avoir vos retours sous toute forme. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez faire un petit mail, vous pouvez répondre ou poser des questions dans le chat. N'hésitez pas. J'aimerais juste pour prendre un petit peu le pouls du marché, que vous puissiez répondre à la question qui apparaît normalement sur vos écrans. Aujourd'hui, pour ceux qui font la méthode de calcul exacte, ou même les autres, hein, puisque ça s'étend aux autres méthodes, est-ce que vous retraitez l'ensemble des SR en supprimant les primes, ou est-ce que vous voulez conserver dans vos calculs? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Donc, les résultats que j'ai ici, alors je ne sais pas si j'ai 25 réponses, ça commence à être un petit peu significatif. Les résultats ici sont complètement en phase avec ce que j'avais en tête. Et donc, les conséquences de ce choix de prendre ou pas les primes en compte expliquent que même si vous êtes sur la méthode exacte, vous restez aligné sur la courbe qu'on avait montrée tout à l'heure. Parce que vous avez globalement l'intégralité des risques. Donc la vraie discussion, et là encore j'insiste bien, hein, ce n'est qu'une opinion, la vraie discussion à savoir, c'est est-ce que l'entreprise de référence doit calculer ses SR en intégrant des primes futures? Je pense que je vous ai exprimé assez clairement mon sentiment, je pense que non. Et si on arrive à défendre cette position, on a potentiellement un gain significatif sur la marge de risque. Donc il y a quand même 26% des personnes qui effectivement retraitent ces profits, retraitent ces prix. Donc on arrive à l'exemple numérique pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut se dépatouiller pour mettre ça en place. Je l'avais évoqué rapidement en introduction, mais quel est l'exercice qu'on nous demande? On nous demande de faire des projections de SCR. Dès lors qu'on entend le mot projection, c'est-à-dire de se placer à des horizons 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Dès lors qu'on a des logiques de dire, bah oui, mais à chaque horizon futur, j'aimerais faire un petit choc, un petit changement,
ici, typiquement, un changement de courbe de taux pour passer à la courbe forward. On devra avoir un réflexe qui est de dire, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être effectué dans notre outil ORSA? L'ORSA, c'est ça, hein, c'est des projections de trajectoire avec, à chaque horizon, à chaque maturité de la projection, un recalcul exhaustif du SCR avec des chocs qu'on aura décidés de manière déterministe pour la plupart des acteurs de la place. Donc en fait, le calcul du SCR peut être vu comme un exercice ORSA. Et les exercices ORSA, comme n'importe quel calcul de solvabilité 2 chez Grant Thornton, passe par notre outil S-Cube qu'on a construit donc spécifiquement pour répondre à tous nos besoins de calcul de provision technique, de calcul de solvabilité 2 ou d'ORSA, que ce soit des ORSA déterministes ou des ORSA stochastiques. Alors, je parle d'ORSA stochastique, je crois qu'il y a très, très, très peu d'acteurs qui font ça sur la place, hein. La très grande majorité des acteurs aujourd'hui travaillent sur des ORSA déterministes, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 scénarios avec des chocs arrêtés, déterminés. Je sais jamais trop comment, mais c'est des chocs déterministes. J'explique dans mon livre sur l'ORSA en quoi je pense que c'est pas suffisant pour répondre notamment au calcul du besoin global de solvabilité, mais c'est un autre débat. Ce que je vous propose peut-être, c'est de partir directement sur l'application qui doit être ouverte quelque part. Où est-ce qu'elle est? Comme j'ai réduit la taille de mon écran, je vois plus forcément tous les icônes. On va faire autrement, donc je vais fermer cette fenêtre pour arriver sur mon outil S-Cube. Donc je suis parti en fait d'un exemple un peu construit à la main, c'est-à-dire que j'ai pris à la fois un portefeuille que j'ai mélangé avec un autre portefeuille d'une autre entité, j'ai pris des risques dans une entité A et j'ai rajouté des risques d'une entité B. Donc c'est vraiment un exemple fictif qui n'a pas forcément beaucoup de cohérence dans son ensemble, mais peu importe. C'est pour comprendre un petit peu la logique de mise en place d'un ORSA pour projeter mes SCR dans le cadre de la marge. Donc j'ai construit une entité test fictive qui exerce uniquement en non-vie, essentiellement en automobile et en dommages aux biens, incendie et autres éléments naturels. Également de la RC automobile, entité purement non-vie. Cette entité va gérer un certain nombre de risques qui sont des risques MRH dommages, de la RC, de la santé, de la santé, je crois que j'ai enlevé, l'automobile RC et l'automobile dommage. Donc, avant de pouvoir lancer mes tests, lancer mes calculs de SCR, la première étape, je le rappelle, c'est de construire les courbes de taux sans risque. Donc, dans l'outil, on a centralisé l'ensemble des paramètres qui pouvaient être nécessaires dans un calcul S2, et notamment les courbes de taux. Et parmi les courbes de taux, IOPA. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas forcément très compliqué de calculer les courbes forward. Donc, on peut, de manière assez simple, programmer ça dans vos outils, dans Excel même, à la limite, pour obtenir les différentes courbes. Et ces différentes courbes, en fait, on les a stockées dans l'outil puisqu'elles vont être nécessaires. Donc, vous les retrouvez ici dans les courbes forward, toutes les courbes qui ont été projetées pour les risques. Donc les courbes se déforment doucement dans le temps pour refléter la situation des risques. Et c'est donc ces courbes qu'on va utiliser pour la projection solvabilité 2, SCR. De quoi j'ai besoin? Écoutez, regardons déjà la situation d'origine. La situation d'origine, c'est une étude SCR qui va comprendre donc tous les éléments de l'entité, c'est-à-dire un vrai portefeuille financier, sa vraie balance, intégrer tout le règlement
tout le règlement de l'EIOPA sur le paramétrage. Indiquer l'ensemble des risques qu'on va considérer dans l'étude, et puis exécuter l'analyse pour arriver donc à la construction du bilan S2 complet. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout la valeur à la fin. Je ne sais pas si on arrive à voir sur l'écran. La valeur à la fin qui sont les valeurs d'excédent d'actifs sur le passif, ici. Pourquoi c'est une valeur importante? Parce que c'est surtout par rapport à ça qu'on va mesurer l'importance du gain de la marge de risque. C'est ça qui veut dire, est-ce que ça vaut la peine de faire le calcul complexe? Est-ce que ça vaut la peine, en termes de ratio de solvabilité, au terme de fonds propres gagnés, d'effectuer ce calcul? La diminution de la marge de risque, c'est directement une augmentation des fonds propres. Ça, c'est lié directement. Je diminue mon passif. La contrepartie directe, c'est l'augmentation de mes fonds propres au sens S2. Donc, ce calcul est classique et donc va concerner absolument toutes les briques de solvabilité. Le SR de marché existe, le SR de défaut existe, le SR non vie, bien évidemment, existe et est très important. Le SR vie est à 0 puisque j'ai pris une entité vie pure et j'ai pas pris de risque santé dans le cas de ce calcul. Petit focus sur quand même le calcul de la marge de risque pour voir un petit peu comment ici c'est calculé. Donc ici, on est sur une hypothèse où la marge de risque est calculée avec la méthode proportionnelle sur la base du SCR au risque de marché. Et donc ce calcul marge de risque SCR au risque marché, il fait 248 millions, auquel j'applique mes 6%. Multiplié par donc les best estimates futurs, méthode proportionnelle, ce qui me fait donc cette marge de risque de 43 599 qu'on retrouve bien évidemment dans le bilan principe, voilà, 43 599 de marge de risque remise dans le bilan. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si je veux faire mon exercice ORSA? Vous voyez ici, je suis sur une brique ORSA déterministe, donc j'ai créé spécifiquement une étude ORSA déterministe avec deux conditions, deux contraintes à minima, c'est que je ne projette pas d'activité. Je ne projette aucune activité, il n'y a pas de prime future. Comment ça se concrétise? Ça se concrétise tout simplement par un business plan. Ça, c'était le business plan d'origine, c'est-à-dire l'ensemble des primes futures attendues sur mes risques. Et un business plan vierge, c'est-à-dire que je ne mets absolument rien dedans. Vide. De même que je vais considérer, bien sûr, mon portefeuille initial, il y a plein de choses dedans, et un deuxième portefeuille qui sera totalement vide. Je répète que je suis dans l'hypothèse où je néglige le SR de marché. Alors, on peut lancer cette analyse déterministe avec donc ici, qu'est-ce qui se passe? Le portefeuille, c'est un portefeuille vierge, ce n'est plus le portefeuille d'origine. Le business plan, c'est le business plan vierge, ce n'est plus le business plan d'origine. Le reste est inchangé. Et j'ai pas fini, puisque il y a deux éléments supplémentaires à prendre en compte. Le premier, je le rappelle, les ajustements pour impôts différés doivent être passés à 0. Donc là, il faut que l'outil soit capable de forcer des ajustements, forcer des SCR. Alors ça, c'est une fonctionnalité que nous avait demandé à nos clients, donc on l'avait intégré. Puis là, ça nous sert de manière très opérationnelle. Ici, vous voyez ce que je fais, c'est que je peux sélectionner différents types de SCR que je souhaite forcer. À peu près tous les SCR sont repris ici. Et la partie ajustement impôt différé est forcée à 0 parce que c'est la norme qui impose de forcer ces ajustements différés. De toute façon, sinon les résultats sont complètement déconnants. La deuxième contrainte, c'est que je vais devoir changer ma courbe de taux à chacune des maturités futures pour reprendre la courbe de taux forward qu'on a calculée précédemment. Et donc là encore, c'est un paramétrage classique ORSA. Ma vision de l'ORSA, en tout cas de la vision de l'ORSA déterministe, c'est que c'est une suite d'événements que j'applique à chacune des
maturités futures. Donc, un ORSA, c'est dire, bah, je me place dans un an, et dans un an, j'applique telle et telle série d'événements. Une baisse du marché action, une baisse du marché immobilier, une augmentation de la courbe de taux, ou dans notre cas précis ici, un changement de courbe de taux. C'est-à-dire qu'en maturité 1, je change ma courbe de taux et je prends la courbe forward un an, et je fais ça pour toutes les maturités futures. C'est donc le paramétrage d'un exercice ORSA qui va nous permettre donc de lancer l'analyse. Et donc là, je projette sur 20 ans et j'obtiens le Graal, qui est ici, donc la projection des SCR futurs sur cette logique d'entreprise de référence, hein. Donc là, c'est vraiment le SCR de l'entreprise de référence. Et là, on est au bout, puisque j'ai mes SCR futurs, j'actualise mes SCR futurs avec la courbe de taux IOPA. C'est ça. Donc, on peut donc sélectionner la valeur actuelle des flux futurs de la courbe de taux et vous obtenez 537 millions. Alors, bien évidemment, ne pas oublier de multiplier par 6%, ce qui doit faire à peu près 30 millions. Et donc, les 30 millions, rappelez-vous, par rapport à la marge de risque qu'on avait calculée précédemment, qui était de 43 ou 44 millions, vous avez donc un impact de 12 millions sur vos fonds propres. Et je rappelle que les fonds propres étaient de l'ordre de 110 millions. Donc, c'est là que se joue le choix de dire j'applique la méthode standard, la méthode simplifiée, proportionnelle, duration, ou je passe à la méthode réelle, j'ai un gain de 10% sur mes fonds propres. C'est pas négligeable, hein. C'est pas négligeable, donc c'est des discussions qu'on peut avoir, qu'on peut en avoir en interne. L'outil également la possibilité de pouvoir cliquer sur n'importe quelle analyse future, hein, pour voir un petit peu comment est calculé le SCR futur à une date, ici j'ai pris la date 2. Qu'est-ce qui se passe sur mon SCR en date 2? Affiche toute la matrice. J'ai réduit la résolution de l'écran pour que ce soit un peu plus clair pour vous, mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde les calculs de SCR? Donc évidemment, les ajustements sont passés à 0. Provision technique, ajustement sur provision technique, il n'y en a pas, et puis celui-ci a été forcé à 0, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le risque de marché. Alors, je vais regarder les résultats de mon outil, je me dis, mais il s'est trompé, je n'ai pas de portefeuille financier. Oui, je n'ai pas de portefeuille financier, mais n'oubliez pas que sur le SCR de taux, il n'y a pas que la variation sur l'actif qui joue. Il y a également la variation sur les provisions techniques. Un changement de courbe de taux a mécaniquement un impact sur la valeur de votre passif, de vos provisions techniques. Et donc, il reste cette partie risque de taux lié aux provisions techniques. Le risque de défaut est passé à 0, comme convenu. Le risque de souscription non-vie, il reste un risque de prime réserve. Et ce risque de prime réserve, là encore, l'outil montre bien que la partie prime est passée à 0. Il reste uniquement mes provisions techniques futures, qui sont multipliées par les fameux coefficients sigma pour calculer les volumes et calculer donc l'exposition finale au risque non-vie. Pareil pour les provisions, la partie risque, provision de prime, provision OP prime, OP provision, donc ça c'est passé à 0 puisque je n'ai pas de prime future. Il me reste la partie uniquement provision technique. Donc voilà, sous forme d'un exemple numérique et d'une réflexion autour des ajustements à opérer sur les SCR, les calculs pour déterminer une marge des risques selon la méthode exacte. Je vais revenir à mon PowerPoint, si j'y arrive. Je pense que je vous ai tout dit sur le sujet. Alors, ce PowerPoint sera bien évidemment mis à disposition sur notre site, hein. Dans les calculs, implémentation opérationnelle. Donc, en termes de conclusion, on a un benchmark qui montre que globalement, les entreprises se divisent en 3 packs à peu près identiques. La méthode exacte, la méthode best estimate et la méthode duration, donc à peu près un tiers
un tiers chacune. La méthode exacte reste quelque chose d'assez complexe, avec plein de questions d'ouvertes. Hein. À titre personnel, j'ai plein de questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Si on projette effectivement notamment le risque de marché, comment je projette la valeur de réalisation de mes actifs, je ne sais pas y répondre. Quelle est la politique d'écoulement de mon portefeuille d'actifs pour faire face aux provisions techniques? Encore, il peut y avoir énormément de réponses. Quelle est la politique à allouer pour minimiser le risque de marché si je souhaite l'intégrer? Là, quand on regarde un petit peu le marché, effectivement, on ne va pas se dire je vais acheter que des actions de type 2, hein, c'est ce qui coûte le plus cher. On va plutôt aller sur, par exemple, une allocation strictement sur des produits bancaires en prenant 10, 15, 20, 30 banques. Le risque bancaire, c'est uniquement le risque de défaut. Donc, si vous le diversifiez suffisamment, à l'extrême limite, on peut arriver à un SR de marché qui est nul. Hein. Ça, on a minimisé le risque de marché. Donc, ce qu'on vous a évoqué là, c'est quelque chose d'effectivement assez complexe. Là, je l'ai fait de manière manuelle, enfin manuelle. Les outils permettent de le faire, mais ça reste quand même une opération manuelle où je paramètre mon SCR. L'étape suivante, c'est bien évidemment d'automatiser tous ces calculs de manière à avoir un presse-bouton pour avoir la marge de risque instantanément calculée avec votre SCR. Si on veut s'aligner sur l'opinion que j'exprime ici, sans rentrer forcément de manière très complexe dans les calculs, la réflexion que je me faisais, c'est de dire pourquoi pas juste dans la méthode du ratio ou la méthode proportionnelle, recalculer un SCR 0 qui supprime les primes. Parce que je vous ai montré que l'essentiel de l'impact est le fait que je ne prenne pas en compte les primes. Donc, méthode simplifiée, je recalcule certes un S0 de l'entreprise de référence, mais j'enlève toutes les primes. Donc tout ça reste une discussion puisque la réglementation, en tout cas à mon sens, est quand même relativement floue sur la notion d'engagement. J'ai recherché, il n'y a aucun endroit où est défini ce que s'appelle un engagement. Donc on reprend notre notion classique d'actuaire. Hein. Engagement, c'est ce qu'on trouve dans les comptes. L'entreprise non-vie, c'est les provisions techniques. Une entité vie, c'est plus compliqué. Hein. C'est les engagements de l'assureur, moins les engagements de l'assuré. Je pense que l'utilisation des taux forward ne prête pas trop à discussion, même si, là encore, c'est absolument pas écrit, nulle part dans la documentation S2. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Et puis la dernière question qui est toujours effectivement complexe, c'est quoi la notion de risque marché important? Est-ce que c'est 5% du SCR, 15% du SCR, avant ou après ajustement, avant ou après prise en compte des matrices de corrélation? Bon, tout ça n'est pas défini, donc ça reste toujours extrêmement flou. Il y avait une dernière petite question que je voulais vous poser. C'était de savoir si vous étiez éventuellement disponible pour échanger sur ces sujets, puisque j'aimerais en fait enrichir le benchmark qu'on fait chaque année sur les SFCR de la place, enrichir un petit peu ce support pour aller un peu plus loin dans les pratiques de place. Donc si vous en êtes d'accord, n'hésitez pas à m'écrire ou à répondre au questionnaire. Je serais très heureux de pouvoir échanger avec vous. J'ai à peu près tenu j'ai même très bien tenu le timing puisqu'on avait prévu 1 heure plus une séance de questions-réponses. Donc, Manon et moi restons à votre disposition. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il y a eu des questions, Fatia, pendant la présentation. On en a reçu quelques-unes. Alors, la première question qu'on a reçue, c'était est-ce que le support allait être mis à disposition? Mais du coup, tu y as répondu, donc il sera bien mis à disposition. Oui. La deuxième question qu'on a eue, alors portait Celle-là sur n'était le pas dure. SCR. Oui, celle-là, ça Celle-là allait. n'était pas dure. La deuxième question qu'on a eue, donc elle porte sur le SCR de défaut type 1 et il a été demandé, donc je cite, est-ce qu'on peut considérer que les avoirs en banque sont des engagements court terme et donc les prendre en compte uniquement sur la projection 1 et les considérer à 0 sur les projections suivantes? Alors, quand vous parlez d'avoir en banque, il y a plusieurs choses. Il y a une question assez classique. Hein. Est-ce que ce sont des actifs qui sont dans mon portefeuille financier ou est-ce que ce sont ce qu'on appelle du cash et équivalent?
le cash équivalent va tomber dans le risque de défaut. Défaut type 1. C'est un risque de défaut. Il y a une banque, la banque peut faire défaut, donc je vais perdre mon cash. Quand vous transférez votre activité à l'entreprise de référence, c'est toujours dans cette logique-là qu'il faut se passer. Qu'est-ce qui se passe de ce cash? Ce cash, il n'est pas transféré. Vous transférez uniquement des engagements et l'entreprise de référence, elle, va constituer ses propres actifs pour faire face au portefeuille de provision et à la marge de risque qui est constituée. Comment est constitué ce portefeuille? Il n'y a pas forcément de cash en banque. C'est la question centrale, une des questions sur lesquelles effectivement moi j'ai peu de visibilité, c'est je constitue des actifs pour minimiser mon SCR de marché. Et comme je l'évoquais à l'instant, vous pouvez très bien allouer uniquement un actif qui est composé de 500 banques dans lequel vous n'avez que 1 million de dépôts. Il n'y a pas de SCR de marché. Il n'y a pas de SCR de contrepartie. Vous allez tomber. Non, pardon, il reste un SCR de contrepartie, je vais répéter, il n'y a pas de SCR de concentration. Donc, tout dépend de ce qui est constitué en termes d'actifs dans l'entreprise de référence. Je ne sais pas ce que vous avez décidé, c'est pour ça que j'aimerais bien échanger avec vous pour savoir comment vous traitez ce point-là. Les actifs, en tant que tels, ne sont pas transférés à l'entreprise de référence, en aucun cas. Ah non, je ne sais pas si c'est une autre question. Oui, alors oui, il y a une autre question donc, qui porte sur le risque de défaut cette fois, enfin toujours d'ailleurs. Donc sur le risque de défaut, ne faut-il pas reprendre uniquement les créances d'assurance et de réassurance? Là, je vais faire la même réponse. Ces créances-là ne sont pas reprises par l'entreprise de référence, en tout cas pour une entité non-vie. Alors, si c'est de la PPNA, oui, clairement, provision pour prime non acquise, oui, ça c'est repris par l'entreprise de référence. Mais dans le cadre d'une situation où on est en run-off, il n'y a pas d'activité nouvelle. Donc les créances sur assurés, pour moi, ne sont pas reprises dans l'entreprise de référence. Elles ne sont pas en lien, alors, toujours mis à part la PPNA, elles ne sont pas en lien avec les provisions techniques. Les créances de réassurance, là, je rebondis peut-être sur ce truc-là qui est un peu peut-être à part. Les créances de réassurance, c'est quoi? C'est votre compte courant de réassurance. On a vu que la partie best estimate était bien évidemment transférée avec tous les traités. Le compte courant de réassurance, c'est ce que doit à la date de clôture, l'entité d'assurance auprès d'un réassureur ou l'inverse, ça peut être une dette ou une créance de réassurance. À mon sens, cette partie-là est liée aux activités passées de l'entreprise et ce n'est pas transféré dans l'entreprise de référence. C'était tout pour les questions qui nous ont été posées pendant la présentation. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je crois qu'il y en a une dans le chat directement, Jérôme. Donc, c'est quand est prévue la mise en place du niveau calcul de la marge de risque, ajustement du coût du capital, etc. Écoutez, c'est très incertain. J'ai entendu plusieurs dates, j'ai entendu du 2024, j'ai entendu 2025. Donc, j'ai absolument aucune certitude sur la mise en œuvre effective de la réforme S2. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'avec la forte volatilité des marchés, notamment sur les taux, c'est de nouvelles discussions qui vont s'engager, notamment sur le fameux 6%, qui certes paraissait élevé quand on était à des taux négatifs et qui aujourd'hui certainement peut être un peu bas, mais ce qui va être révisé à la hausse, je pense que le marché serait pas forcément très d'accord pour faire ça. Est-ce qu'il va être indexé sur un taux bancaire obligataire quelconque? Ça serait peut-être une idée pertinente à creuser. On a fait le tour des questions. S'il n'y en a pas d'autres, sinon je vous invite à les poser. On en a une nouvelle. Pourriez-vous repréciser votre vision du traitement d'une entité mixte? Alors, l'entité mixte, ça émane tout simplement du droit européen qui, en principe, exige une séparation stricte de ce qui est activité vie et ce qui est activité non-vie. Donc, toutes les branches 20 à 26, c'est de la branche vie, il faut une entité spécifique pour ça. Et les branches non-vie, 1 à 18, c'est de la non-vie, il faut une entité spécifique pour ça. Il n'y a qu'une exception, ce qu'on appelle les entités non-vie, qui ont à la fois le droit d'avoir des agréments vie, plus l'agrément spécifique branche 1 et 2.
maladie et accident. Quand vous êtes dans ce cas-là, typiquement une IP ou une mutuelle, quand vous êtes dans ce cas-là, l'exercice qu'il faut faire pour le calcul de la marge, c'est séparer l'activité vie de l'activité non-vie, comme si vous transfériez vos activités, non pas une entité de référence, mais deux entités de référence. La partie vie part vers l'entité de référence vie, et la partie non-vie part vers l'entité de référence non-vie. C'est ça qui est demandé dans les textes. Donc le calcul qu'on a fait là, il faut le faire en fait 2 fois, comme si vous aviez 2 entités de référence. On n'a pas une nouvelle question, alors je pense qu'on peut laisser quand même quelques instants pour éventuellement recevoir de nouvelles. Non. En attendant, donc j'espère que, il y aurait des choses intéressantes qui auront été évoquées ou des questions. Est-ce que je vous ai, cette présentation, ce webinaire vous a provoqué des questions? C'est tout l'intérêt, c'est tout l'objectif que je poursuivais. Puis comme je l'évoquais, je serais très heureux de pouvoir échanger avec vous, sur ce sujet. On a une nouvelle demande, Jérôme. Ah. Donc, est-ce que ce serait possible de revenir sur la notion de taux forward, s'il te plaît? Oui, sans problème. Je vais garder quelque part, vous allez comprendre. Comme je fais beaucoup de formations sur S2, j'utilise souvent mes propos par des illustrations Excel. Les gens comprennent relativement bien quand on explique ça sur Excel. Donc, vous avez ici une courbe EIOPA, donc j'ai reprise, c'est la courbe EIOPA du 31/12/2022, sans ajustement de volatilité. Sans ou avec, peu importe, c'est juste un choix de l'entreprise. L'idée de la courbe forward, c'est de dire, vous avez aujourd'hui un placement. Et ce placement, je vais le porter à 10 ans. Donc, c'est quoi la valeur de ce placement au bout de 10 ans? C'est le taux à 10 ans, donc 3,09, 100 fois 1 plus 3,09% à la puissance 10. C'est le montant que vous avez ici, 135. L'idée de la courbe forward, c'est de dire, écoutez, moi, je vais me projeter dans 5 ans, c'est-à-dire je vais avoir une nouvelle situation dans 5 ans. Et dans 5 ans, je vais placer une somme d'argent dans 5 ans, pour une maturité de 5 ans. C'est-à-dire que je vais récupérer une somme au bout de 10 ans. D'un point de vue actuariel, pour qu'il y ait ce qu'on appelle absence d'opportunité d'arbitrage, on va construire un taux qui permette de retrouver cette valeur-là. C'est-à-dire, on va chercher cette valeur-là. Quel est le taux que je vais avoir dans 5 ans ici pour les 5 prochaines années, de manière à ce qu'un placement de 100 € pendant 5 ans à aujourd'hui, donc aujourd'hui, je place mon argent pendant 5 ans au taux ici de 3,13%, et je le replace pour les 5 prochaines années à un autre taux, 3,050. Le 3,050 est déterminé à ce que ce montant-là placé au bout de 5 ans, puis replacé pour les 5 prochaines années, redonne exactement le même montant que le placement initial qui, lui, avait été porté sur 10 ans. Donc, on a l'équivalence actuarielle, qu'on actualise un flux directement du passé à aujourd'hui, ou qu'on l'actualise du passé à une date forward, puisqu'on sera obligé de travailler sur des dates futures, projection DSCR, qui elle-même est ensuite ramenée en date zéro, on aura une équivalence actuarielle parfaite. Il n'y aura pas de biais lié à cette courbe forward. J'espère que j'ai été clair sur la réponse à cette question. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre... Moi, Jérôme, on a une dernière question. Oui. Enfin, une dernière, en tout cas, une nouvelle question. Dans la méthode proportionnelle, quels best estimates doivent être utilisés pour l'écoulement des SCR futurs? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce qu'en fait, l'ensemble des flux doivent être considérés ou uniquement les flux relatifs au sinistre? Alors, si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, de toute façon, les best estimates, il y a deux choses.
best estimate de prime et best estimate de sinistre. Il ne peut pas y avoir autre chose. Les BE de sinistre, c'est clair. Il n'y a pas le choix, on les intègre et c'est bien ce qui a été mis en place dans cette étude. Après, on est sur la partie BE de prime. Je rappelle qu'il n'y a pas d'activité nouvelle. Donc, le seul point qui peut notamment intervenir en activité non-vie, c'est les PPNA, les provisions pour primes non acquises. C'est le jargon S1. En S2, c'est devenu des provisions de primes. Le traitement est un peu différent puisque dans ces provisions de primes, il n'y a pas que les primes. On va essayer également d'avoir la partie sinistre. Donc, il y a un petit écart entre PPNA et provisions de primes. Mais donc, lorsqu'il y a des provisions de primes, clairement, à mon sens, il faut effectivement les déporter dans l'entreprise de référence. Là, on a fait un exemple simplifié où j'en avais pas, mais clairement, les provisions pour primes non acquises, les provisions de primes doivent être transférées dans l'entreprise de référence. Et donc, les BE, ça reste les projections de l'ensemble de ces flux, nettes de réassurance, comme le préconise la réglementation. On a une autre question. Donc, pour justifier de la méthode proportionnelle, il faut justifier que le profil de risque de l'entreprise n'est pas susceptible de changer au cours du temps. Avez-vous des suggestions pour y répondre? On dirait une question de la CPR, ça. C'est vrai que la CPR nous pose parfois des questions. Je ne sais pas si ceux qui sont avec nous ont eu la même question, mais vous avez appliqué la méthode proportionnelle, mais est-ce que vous êtes assuré qu'elle ne s'écartait pas trop de la méthode réelle? On ne sait pas faire la méthode réelle, monsieur. Je m'en fiche. Je veux quand même une réponse à ma question. Et là, on est un petit peu dans cette même logique, c'est-à-dire que je ne peux pas vous faire de réponse. C'est que prouver que vous êtes sur un schéma qui ne va pas bouger dans le temps, il n'y a que l'entreprise en interne qui sait y répondre. C'est très compliqué la question qui est posée ici, hein. Très compliqué. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse extrêmement claire là-dessus. C'est propre à chaque entreprise. A priori, on a fait le tour de questions. Il n'y a pas de nouvelles questions, ni dans le chat, ni dans l'espace dédié aux questions. D'accord. Encore merci pour les gens qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on reste à votre disposition, que ce soit sur ce sujet, sur l'outil SCUB ou toute autre question assurantielle. Comme l'évoquait Cyril en introduction, c'est une activité, une compétence très forte qu'on a dans notre cabinet. Donc, on serait ravis de pouvoir continuer à échanger avec vous. Merci de votre participation et puis peut-être au prochain webinaire d'ici quelques mois. Bonne journée à tous et bon week-end.